Pour démarrer cette nouvelle saison de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week. Nous avons rendez-vous à la Fondation Palladio dans le 2e arrondissement de Paris avec la présidente de la Fondation, Mecca Brunel, et avec Marc Lermite, associé chez EY. Avec eux, nous allons évoquer la première étude d'impact global de la filière ville immobilier construction en France, présentée au tout début de l'été. Une enquête inédite par son ampleur menée par EY et la Fondation Palladio auprès de 500 dirigeants issus des 37 fédérations du secteur. Un baromètre inédit également par son sujet, comme nous l'explique tout de suite Mecca Brunel. D'abord, il faut savoir que c'est la 8e année que nous avions notre partenariat avec EY pour déjà parler du panorama de l'immobilier de la ville et de dire ce que le secteur de l'immobilier de la ville, de la construction au sens large, représente en France. Et je voudrais saluer le travail très important fait par EY sous l'autorité de Marc Lermite, qui nous a permis de nous rendre compte que ce secteur représente plus de 10% du PIB, plus de 2 millions de collaborateurs, et ce sont des emplois locaux et des capacités et des compétences locales. Et puis l'année dernière, on s'est dit que on n'allait pas assez loin, puisque on ne pouvait pas. Vous savez, en permanence, on dit que le bâtiment est pollueur, qu'on émet des gaz à effet de serre, etc. On ne pouvait pas faire cette étude uniquement sous les aspects économiques, sans parler de l'impact dans le sens le plus large, de l'organisation de ce que cela représente, en environnemental, bien sûr, où il y a des tas de choses qui sont faites, en diminution d'impact de gaz à effet de serre, etc. Mais également en impact social, emploi des jeunes, emploi des populations défavorisées, mixité, tout ce que vous voulez, et également en impact sociétal et ce que cela représentait. Nous avons des tas d'obligations dans nos entreprises en matière de CSRD, en matière de reporting, où il faut parler de tout ça. Il était important que ce panorama regroupe tous ces éléments-là. C'est la première année. Nous avons eu aussi la demande d'Unibail et d'un certain nombre de foncières qui voulaient qu'on parle de cet impact-là. Et c'est dans ce travail collectif que nous avons pensé que c'était important d'en parler. Et l'étude est très riche en enseignements. Il fallait aller plus loin. C'est aussi parce que cette année est un petit peu compliquée. La crise que l'on a connue en 2023 et qui continue encore aujourd'hui, même si les choses s'améliorent. Oui, il faut savoir que chaque année, on interroge entre 500 et 600 dirigeants, qui sont les DG des 8 grands métiers, non seulement évidemment la construction, mais aussi la promotion, le financement, donc métier d'investisseur, de conseil, d'architecte. Donc ces 8 grands corps de métiers qui, cette année, autant que les années précédentes, se voient en plusieurs dimensions, sentent qu'il faut qu'ils collaborent ensemble, non seulement pour gagner des projets, pour rendre la ville plus agréable pour les habitants, mais bien sûr, d'autant plus travailler ensemble que les conditions macroéconomiques, les conditions de leur marché, la crise de la demande, la crise financière qu'ils vivent en plein cœur, les amènent, doit les amener de plus en plus vite et de plus en plus fortement à travailler ensemble sur des projets très coûteux ou très complexes. Ce que vient d'évoquer Mecca sur les questions de gestion de l'environnement, de maîtrise de l'impact environnemental, même si l'ensemble du secteur a fait d'énormes progrès ces dernières années, sous l'impulsion de la réglementation, mais aussi parce que, tout simplement, quand on est producteur de villes, d'immobilier, de foncier, d'opérations d'aménagement, de développement de toutes sortes d'actifs, bien sûr, les bureaux, le logement, le commerce, l'industrie, on est au premier rang de ce que cette production de la ville amène de questions sur les matériaux, sur l'énergie, sur la façon dont on peut réemployer un certain nombre de ces matériaux, comme on construit aujourd'hui ou demain ensemble. Et donc, singulièrement, dans la crise très difficile, très grave que connaît le secteur, sur lequel il est très mobilisé, il faut saisir tous ces sujets complexes ensemble. On s'en sortira jamais seul. C'est ce que nous ont dit les 500 dirigeants qu'on a interrogés cette année. J'ajoute les 35 ou 40 organisations professionnelles qui nous suivent très fidèlement depuis 8 ans.
et qui avait à cœur de pousser la voie collective beaucoup plus que les solutions un peu individuelles. Je fais un plan de réduction d'effectifs, j'essaie de m'en sortir par moi-même, gagner plus de contrats. Il faut le faire ensemble, et c'est un peu le sens de ce premier baromètre d'impact en 4 dimensions que de dire on doit faire ensemble sur les sujets importants de notre secteur. Et pour rebondir là-dessus, c'était aussi la demande de la profession de montrer aussi sur quoi on s'est engagé depuis longtemps. Encore une fois, on doit sortir d'un certain nombre de discours généralisés et mesurer, et c'est l'intérêt du travail que nous faisons avec EY, la réalité de ce que chacun fait. Et comme le dit Marc, c'est l'année zéro. Donc ça nous permettrait, tout ce qui se mesure s'améliore, ça nous permettrait de regarder dans le temps cette complexité, ce travail ensemble et cette implication collective. Si je veux prendre une illustration, ce qui a été fait pour les Jeux Olympiques, dans toutes ces dimensions, le village, les infrastructures, les différentes voies d'accès, les transports, tout ça, ont besoin d'infrastructures et contribuent à ce travail collectif et ce que disait Marc, cette complexité des projets qui fait qu'on est obligé de travailler ensemble et de travailler ensemble dans la durée. Puisque Mecca Brunel évoque les Jeux Olympiques de Paris, dont tout le monde salue la réussite, faisons un petit aparté pour évoquer le colossal travail réalisé par la Solideo pour la construction des bâtiments nécessaires à l'organisation de ces Jeux en un temps record. Une réussite qui, j'imagine, rend fiers tous les professionnels de la construction dont font partie Mecca Brunel et Marc Lermite. Oui, je pense qu'il faut se dire que c'est d'abord une réussite des grands professionnels de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, de l'innovation dans les bâtiments qui ont livré en avance, malgré Covid, malgré la crise en Ukraine, sous l'égide de la Solideo, mais évidemment avec des centaines de partenaires publics et privés, livré en avance une énorme opération dans un pays qui a sa réglementation, sa complexité, qui a connu donc toutes ces crises ou ces soubresauts. Donc c'est très important de le dire, et je pense qu'on a dans ce baromètre un peu l'expression de cette complexité, de cette mobilisation qui va grandissant. Voilà. Alors le baromètre, il n'est pas sans contraste. Il y a dans chacune des 4 dimensions, l'économique, l'environnemental, le social et le sociétal, il y a ombre et lumière. C'est-à-dire que la lumière dans l'économie, c'est l'énorme puissance, comme l'a dit Mecca, de ce secteur. Plus de 2 millions, près de 2,5 millions d'emplois. C'est très clairement la première industrie en France. EY traverse des dizaines de secteurs industriels, c'est la plus grosse, de très loin, bien devant l'automobile, l'aéronautique, etc. Et ça ne se sait pas. C'est en même temps un secteur qui donc vit une très grasse crise, avec un retrait de son chiffre d'affaires, de sa production nette, mais avec des dirigeants qui restent optimistes. Qui savent qu'ils s'inscrivent dans le temps long, donc qui connaissent pour certains des difficultés très lourdes dans leur entreprise, dans leur secteur, dans leurs projets, pour faire aboutir des projets, mais qui restent optimistes à peu près aux 2/3. Ce taux d'optimisme, évidemment, il est en retrait de celui des années précédentes, mais il reste important. Et donc, dans toutes les dimensions, on a un peu ces ombres et lumières. Je soulignais tout à l'heure que sur la question environnementale, donc le bâti représente à peu près 25% de l'émission de gaz à effet de serre en France, donc c'est assez considérable. Il a tout à fait conscience, d'ailleurs, le secteur de ce qu'il représente, de l'obligation, presque du devoir qui pèse sur ses épaules. Il ne demande pas que du financement aux acteurs publics, il se demande d'abord à soi-même comment faire ensemble. J'ai cité quelques éléments, mais il faut savoir que cette réduction d'ailleurs des gaz à effet de serre, qui se réduisent chaque année de quelques pourcents, ne suffira pas à atteindre les grands objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc il y a une accélération nécessaire, et le secteur se met en mouvement d'ailleurs pour conduire cette accélération. Je pense que Mecca pourra témoigner, parce que c'est sous son guidage avec l'Université de la Ville de demain que les premiers projets collectifs très signifiants, très substantiels, très concrets, visant à réduire l'empreinte carbone ont été tenus. Oui, parce que vous l'avez dit, Mecca, effectivement, le secteur immobilier a la réputation d'être parmi les plus pollueurs. Donc finalement, c'est vrai, donc il faut activer les choses aujourd'hui. Absolument. Mais c'est un secteur, comme le disait Marc, où les gens ont envie de travailler ensemble, ont envie de faire autrement. Pour parler de l'Université de la Ville de demain et les actions collectives qui ont été lancées depuis, c'était la 3e édition cette année, qu'est-ce qu'une action collective ? C'est une coalition d'acteurs transversaux du secteur public, du secteur des entreprises et du secteur associatif, réglementaire, administration, etc., pour travailler ensemble, pour porter
à échelle et massifier des actions sans demander de nouvelles lois, sans demander de nouvel argent public, en utilisant en économie circulaire la plupart du temps ce qui existe. On a une caisse à outils de lois, de réglementations, etc. Si déjà on utilisait tout ça, c'est comme ça qu'on a créé la géothermie de surface, c'est comme ça qu'est née la construction hors site, c'est comme ça qu'est né un certain nombre d'opérations comme l'axe majeur, les réflexions sur la défense. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour faire à la place des gens et des acteurs sur le terrain qui savent mieux, mais nous sommes là pour être dans l'encouragement, dans l'accompagnement. La Fondation Palladio est une fondation qui a été créée par les dirigeants et les professionnels de l'immobilier, et de la ville et du BTP et de la promotion, évidemment. Et tous ces professionnels, ensemble, savent travailler. Et nous, on est là comme un outil d'accélération, d'accompagnement et leur permettre d'y aller. Je dirais que c'est beaucoup de fierté de voir ce que la France peut produire de mieux et chaque jour en étant volontaire pour le faire. Revenons plus précisément au baromètre publié par la Fondation Palladio et EY sur l'impact global de la filière ville immobilier construction en France, avec une question qui tient tout particulièrement à cœur à Mecca Brunel, mais aussi à tous les dirigeants d'entreprises comme Marc Lermite chez EY, à savoir la question de la parité. Le document de la Fondation Palladio et EY montre qu'il y a aujourd'hui dans le secteur de plus en plus de femmes sur les postes d'encadrement, mais qu'il existe toujours des écarts de salaire conséquents entre les femmes et les hommes. Comment y remédier ? Réponse de Mecca Brunel et de Marc Lermite tout d'abord. D'abord quelques chiffres, parce que évidemment c'est le rôle d'EY de poser les chiffres et Mecca, par son expérience, son regard et ses engagements, dira mieux comment le secteur doit faire. C'est pas peu, mais doit faire. Aujourd'hui, il faut d'abord se dire que l'ensemble du secteur de l'immobilier est un des secteurs les moins déséquilibrés, mais je vais vous dire la proportion de femmes dirigeantes, 32%, donc on n'est pas du tout à la parité. On peut se dire que dans d'autres secteurs, c'est plus grave, beaucoup plus masculin, et c'est encore plus... les obligations, les efforts sont encore plus importants. 32%, c'est d'ailleurs une légère progression, et puis à l'intérieur du grand secteur de l'immobilier de la ville, il y a des disparités très fortes. Vous imaginez le monde de la construction est beaucoup plus masculin et celui de la commercialisation, des agents immobiliers est heureusement plus féminin. Alors c'est vrai, vous avez souligné, deuxième élément, un écart salarial entre les hommes et les femmes qui reste encore important et à peu près 20%, ce qui est aujourd'hui plus acceptable si ça l'a jamais été. Donc il y a à l'intérieur de chaque entreprise et aussi sous l'impulsion des 35 à 40 organisations des efforts de sensibilisation, des objectifs, des observatoires nationaux, régionaux, par secteur, par sous-secteur qui sont mis en place. Ça c'est on va dire une première mesure ou une première dynamique, mais c'est un secteur qui a évidemment un tel besoin de recrutement. Alors, pas en 2024. Déjà, on vous sentait le ralentissement 23. Sans doute que 25 sera une année d'un peu moins de recrutement. C'est un secteur qui recrute, finalement, qui porte un emploi nouveau sur 5 dans une année normale. C'est 20% de la création d'emplois nets vient du secteur de l'immobilier. C'est considérable. Donc, un peu moins cette année, mais les années prochaines, 26, 27, à l'horizon 2030, les besoins sont tellement considérables que ce seront des besoins d'abord de femmes, de jeunes femmes. C'est ça, en fait. C'est ce qu'essaie d'éclairer aussi ce panorama. C'est l'hyperdiversité des métiers. Les enjeux de la ville sont dans toutes les dimensions. Évidemment, la construction, la conception des projets, mais aussi l'énergie, les transports, les services de proximité, la réflexion sur le bien logé, le bien-être, le bien vivre, le bien soigner. Donc tout ça, c'est de l'immobilier à un moment ou à un autre. Et donc les besoins sont si forts que il y aura auprès peut-être de plus de femmes ingénieurs, un appel d'air, une envie de venir, et c'est l'attractivité du secteur aussi qu'essaie de promouvoir ce panorama. Voilà, c'est ça, Mecca Brunel. L'attractivité, c'est quelque chose d'important. Il faut dire aux femmes aussi qu'elles peuvent venir, parce qu'elles n'ont pas forcément ce réflexe-là non plus. Effectivement, ça fait partie des sujets qui m'ont porté pendant des années à titre personnel et puis plus collectif au titre de mes responsabilités passées et actuelles. C'est un sujet de fond. L'attractivité, c'est en cela que le panorama est intéressant. Ça permet de montrer la diversité des métiers et la diversité des rôles qu'on peut jouer
Maintenant, il y a un vrai sujet, c'est d'accompagner les femmes dans leur capacité à la fois de fonder une famille, à la fois d'avoir un parcours professionnel. J'aime pas tellement ce mot carrière. Il y a un côté prédétermination qui est très très gênant. Mais avoir un parcours, c'est intéressant, de pouvoir se remettre en cause, de pouvoir avancer. Vous savez, la première loi sur la parité des salaires hommes-femmes date de 1972. 52 ans. 52 ans. Nous sommes en 2024. Je crois que le vrai sujet, c'est on n'est pas le secteur le plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des marges de progrès. Mais quand on a des indicateurs, il y a les organisations syndicales qui nous ont accompagnés, etc. Mais quand on a des indicateurs, tout ce qui se mesure s'améliore et comprendre que c'est intéressant à nous aussi, en tant que dirigeants ou représentants des dirigeants de secteur, de pouvoir être les ambassadeurs. Je sais qu'il y a parmi les dirigeants à tous les niveaux, on ne les voit pas encore, mais des hommes et des femmes, et des hommes surtout, qui sont engagés et qui veulent bien faire. Et j'espère que beaucoup de jeunes femmes auront ma chance d'avoir un jour un dirigeant d'entreprise de BTP qui dit « Ok Banco, tu peux faire du chantier, attention à ce que tu fasses les choses bien, mais on veut bien prendre le risque et t'imposer. » Je crois qu'il y a plus que ça et le mentorat pourra fonctionner. Je suis certaine que ça peut marcher. Mais il y a encore quand même du chemin, j'ai l'impression. Et il y a beaucoup de chemin à faire, mais comme dans toutes sortes de diversités. En vérité, vous voyez bien, on parle des Jeux paralympiques, on a encore beaucoup d'efforts à faire sur l'accessibilité, etc. Mais il faut être volontaire, pas optimiste, volontaire. Alors chez EY, on a été volontariste puisque la dirigeante aujourd'hui du secteur immobilier, c'est Anne Herbin, une de mes remarquables associés qui pilote ce secteur de main de maître, et on en est ravis. Mais il y a encore du chemin sur ce sujet comme sur tous les autres, sur le sujet environnemental, le sujet aussi de l'empreinte sociétale du secteur. Je pense que c'est la 4e dimension, je pense, qui est important d'évoquer, parce que ça a été probablement la dimension la plus compliquée à mesurer. Donc ce premier baromètre. Pourquoi ? Parce que on mesure le bien-être, le bien-vivre, le bien soigner, le bien éduquer. On mesure pas la qualité de l'école, du bureau, etc. Bien sûr, tout cela doit être regardé. Mais objectiver la progression des effets ou du sens sociétal de ce secteur, c'est-à-dire qu'il doit loger, abriter des personnes, éduquer, faciliter le soin en proximité, se connecter aux différentes aménités de la ville de façon plus sobre. C'est une entreprise compliquée pour EY qui avait les épaules solides, mais qui s'est entourée de beaucoup d'experts, de l'ADEME, d'HEC, de plusieurs entreprises comme Altaria, Unibail et ICAD, par exemple, qui nous ont donné en fait leur savoir-faire sur la mesure d'impact. Le sociétal, c'est un peu notre chantier en cours. On voit, si je résume les choses, que sur le logement, peut mieux faire, mais tout ne revient pas, la responsabilité n'incombe pas principalement aux acteurs, qui soient promoteurs, investisseurs, commercialisateurs, a fortiori du secteur, parce qu'il y a un sujet systémique, national, que MECA connaît très bien et qu'il faut absolument lever, qu'il faut regarder peut-être d'une manière très différente pour que aujourd'hui l'immense pénurie de logements soit résolue et probablement avec tous ces effets sociaux et sociétaux en France. Deuxième sujet, c'est le lieu de travail qui évolue avec non seulement le travail hybride aujourd'hui, mais aussi la façon dont ces lieux de travail, dans une économie qui est aujourd'hui qui manque de croissance et de dynamique. Je pense que la perspective politique peut éventuellement faire bouger les choses refaire bouger les choses dans les mois qui viennent. Je veux être optimiste, mais les lieux de travail aussi doivent se réinventer, pas seulement au cœur des très grandes agglomérations, au cœur de l'agglomération parisienne ou de Lyon, de Marseille, de Toulouse, Bordeaux, Grenoble, etc. Aussi dans les villes moyennes. Les dirigeants du secteur nous ont dit finalement que à partir des lieux de travail, sur le sujet du commerce, sur le sujet de la revitalisation des villes moyennes en général, c'est là qu'ils sont attendus autant que sur le logement.
C'est un peu leurs deux lignes bleues d'horizon, leurs travaux d'Hercule, si je peux le dire comme ça. Essayer de jouer un rôle par l'innovation, par la rapidité des projets, par des méthodes différentes sur le logement, être partie prenante. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de responsabilité, mais c'est un sujet très grande complexité, d'une très grande lourdeur, où l'acteur public doit travailler avec le privé. Et deuxième sujet, c'est donc les petites villes et villes moyennes dans lesquelles on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, des vraies fractures sociales, sociétales, parfois politiques, parfois éthiques, s'ouvrir, s'agrandir. Et donc, les dirigeants du secteur, très massivement, à 72%, nous ont dit que c'était ça leur objectif pour les années qui viennent et qu'ils voulaient que nous mesurions leur progrès de façon aussi fidèle, rigoureuse et encourageante que possible. À écouter Marc Lermite, on sent bien que le sujet sociétal a fait partie des thèmes très importants abordés dans l'étude sur l'impact global de la filière ville, immobilier, construction en France. Mecca Brunel souhaite d'ailleurs y revenir. Ce sujet du sociétal est un sujet qui s'impose à nous et souvent à nous en général, la société, mais à notre secteur en particulier, avec cette idée un peu par des réglementations et des yaka faucons, dont des réglementations, des règles comptables, des règles de mesure. Trop de réglementations, justement. En tout cas, il faut avoir la possibilité de digérer et surtout, il faut comprendre à quoi ça sert. Comme je vous dis, la caisse à outils est déjà pleine, donc utilisons les outils existants avant d'en racheter d'autres. La question de fond, c'est quelle est l'utilité de ce qu'on est en train de faire et notamment, probablement, certes, il y a des tas de domaines dans le sociétal où on doit faire des progrès, mais dans le domaine de notre industrie, où nous, on est beaucoup plus faible en tant qu'industrie qu'ailleurs, parce que assez morcelé, c'est le domaine de l'innovation, de la technologie, de la recherche, et de se projeter sur l'avenir. Par rapport à Marc, qui regarde tous les secteurs, connaît ça mieux que moi, mais que ça soit l'aéronautique ou l'automobile ou d'autres secteurs ou la pharmaceutique, font énormément d'investissements en matière de recherche et d'innovation. Nous, on n'en fait pas assez, parce que ça nécessite des moyens très importants qu'une entreprise seule ne peut pas faire et parce qu'il faut se regrouper. D'où l'intérêt aussi de réfléchir à des collaborations, des actions collectives, etc. Et nous avons besoin de traverser ces éléments-là parce que quand on parle de la féminisation, la digitalisation supprime des métiers administratifs au bénéfice des métiers de services industriels de base et ou à très haute valeur ajoutée, et donc pose le problème de conversion d'une grande partie de la population administrative, qui sont essentiellement des femmes, et qu'il faudra repositionner, réaccompagner, pouvoir réorienter sur un temps long. La démographie est un sujet qui en fait partie, qui d'ailleurs est un sujet de finances publiques, de retraite, etc. Donc vous voyez bien que le fait d'avoir ce baromètre, qui est un travail colossal, mais de grande qualité, mais en même temps avec la contribution, Marc, je parle sous ton contrôle, de dirigeants d'entreprises qui ont ouvert leurs livres, leur cœur et leur vision, est absolument essentiel pour donner les orientations, pour mesurer, pour pouvoir progresser et pour pouvoir contribuer à cet effort collectif. Quant au logement, nous vivons dans un monde où le logement a été beaucoup trop segmenté, chacun étant dans son couloir de nage. En vérité, avoir un toit, c'est le début du commencement de la dignité. Ça fait partie des besoins fondamentaux. Ça fait partie on est en bas de l'échelle de Maslow. Et donc, on a besoin de comprendre ça dans sa globalité et dans le parcours de vie. Et pas simplement, il faut un logement social ici, puis après, il faut ça, puis après. Non, on a besoin et si on industrialise le pays, ce qui est fait, ce qui est pas mal fait, eh bien, il faut avoir des logements pour que les gens puissent aller travailler, donc derrière des écoles, donc derrière des lieux de commerce, donc derrière des bureaux, etc., etc., etc. Donc, vous voyez bien que tout ça a besoin de repartir dans un cercle vertueux. Voilà, et on en manque malheureusement de logements aujourd'hui. Donc, on a un nouveau Premier ministre qui est Michel Barnier, dans un contexte un petit peu compliqué aujourd'hui. D'abord, les gouvernements qui se sont succédés ne se sont-ils pas suffisamment intéressés au secteur du logement ? Est-ce qu'il y a urgence à le faire aujourd'hui ? Marc ? C'est le secteur plus largement de l'immobilier de la ville. Et donc, très simplement, moi je ne suis pas là pour établir l'ordre des politiques publiques, mais il m'a toujours étonné. Je pense que on va devoir changer cette façon de découper l'administration et le ministère. Il ne suffit pas d'un ministère pour faire avancer un secteur, mais la première industrie française
doit être au centre ou un des points pivots de la réflexion économique, du relancement de la croissance, de la réflexion sur l'attractivité de la France, sur l'accompagnement des entreprises à l'export, l'innovation, la transition énergétique. Donc voilà l'ensemble et bien d'autres de paramètres, de politique économique, souvent très locales. On n'est pas juste au niveau national avec des grandes réglementations fiscales. C'est aussi le rôle des régions, des agglomérations que de soutenir l'activité. Et il faut sans doute aussi qu'au plus haut niveau de l'État, on ait une conscience que cette industrie, je le redis, qui a représenté entre un emploi sur 5 et un emploi sur 4 dans les dernières années, qui a une énorme puissance de feu, qui est admirée partout dans le monde, notamment par ces grandes majors, un certain nombre de ces architectes, mais aussi probablement des professionnels plus anonymes. C'est une vraie chance pour la France. Donc quand on est à un moment où on a sans doute beaucoup de pain sur la planche au Palais Bourbon et au Sénat, à retisser des liens dans ce pays, mais on a aussi à soutenir une économie qui reste la deuxième économie européenne. Et il me semble en tout cas, j'ai le formidable métier de regarder, d'analyser, d'accompagner plusieurs dizaines de secteurs d'activité en France et en Europe. Celui-ci, je le dis de façon très nette et on le comprend en voyant la diversité de ce qui s'y passe, c'est le plus passionnant. C'est le plus complexe à décoder. Ça nous a pris 8 ans de le décoder finalement dans sa globalité, mais c'est le plus intéressant parce qu'il recèle dans les dizaines de milliers d'archis, d'ingénieurs, l'ensemble des métiers aussi de services de proximité, de gestion de l'immeuble, la fabrique de la ville dans les collectivités. Ça fourmille de volonté d'avancer plus, on l'a dit beaucoup, et probablement d'en faire un des fers de lance de l'économie française, de la France qui rayonne au niveau mondial, pas seulement sportivement, pas seulement par l'innovation, mais aussi par cette industrie de la ville, qui est un des grands enjeux de notre société pour les 30, 40, 50 prochaines années, on le sait. L'industrie de la ville, l'un des grands enjeux de notre société dans les 30 à 50 prochaines années, nous dit Marc Lermite. Un sacré défi, ce que nous confirme Méca Brunel. Je dirais qu'on a pendant très longtemps, et c'était pas par malice, c'était parce que c'était comme ça, on a considéré ce secteur de façon très sous-segmentée. Parce que c'est pas simplement le logement versus le reste, c'est dans le logement, vous avez le logement social, très social, moyennement social, le logement avec service, le logement des vieux, des jeunes, etc. Enfin bon, bref. L'industrie de la ville, c'est un ensemble, et les villes, c'est pas une collection d'immeubles juxtaposés pour faire joli. C'est pas simplement carte postale. Ce sont des lieux qui permettent l'activité économique, l'activité humaine, l'éducation, le loisir, le commerce, l'échange. Et c'est ça qui fait la beauté d'une ville. Vous savez, pendant ces Jeux Olympiques, la ville de Paris était sûrement pleine d'effervescence devant la télévision. Quand on se baladait dans les rues, c'était relativement vide. Et moi qui suis parisienne depuis plus de 50 ans, je trouvais ça triste. J'aimais bien, il n'y avait pas de bruit. J'aimais bien le bruit, j'aimais bien l'effervescence, j'aimerais bien les échanges, les mouvements. Je pense que nous avons besoin d'avoir conscience de ça. Je souhaite une réussite au Premier ministre, parce qu'il est nommé et pour la France, je le souhaite, comme chacun d'entre nous. Et il a dit qu'il allait écouter tout le monde. Eh bien, nous sommes prêts à échanger avec lui et on va lui envoyer notre panorama de l'impact, notre étude d'impact, voilà, pour sa réflexion. L'appel est lancé, en tout cas, on l'a bien compris. Cette étude, donc, qui est passionnante, vous l'avez dit, qui innove cette année, ça c'est quelque chose que l'on va retenir. Comment on peut la découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, j'imagine sur les différents sites internet EY et de la Fondation Palladio, Marc? C'est le moyen le plus simple. La Fondation Palladio, qui est aujourd'hui la fondation qui regroupe l'intérêt général de tous les corps de métier, de toutes les activités, tout le secteur, avec un engagement quotidien d'équipe permanente, mais aussi de gens qui, dirigeants d'entreprise, dirigeantes, passent quelques minutes à quelques heures par semaine à travailler pour l'intérêt collectif. Donc le site de la Fondation Palladio, si on a envie d'en savoir un petit peu plus ou varier les plaisirs, le site d'EY aussi doit normalement avoir cette magnifique étude dans sa corbeille. Et puis on est
plusieurs, alors pas seulement chez EY, mais évidemment l'équipe de la fondation, sa présidente, son nouveau délégué général, mais aussi patron de l'Université de la Ville de demain, un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont vraiment porté cette étude, à pouvoir en témoigner. Donc on a énormément de sollicitations, de COMEX, de collectivités, de fonds, de fédérations professionnelles pour venir expliquer ce qui a été fait, quels sont les résultats, comment on peut le décliner éventuellement dans leur champ territorial ou sectoriel ou dans leur entreprise. Évidemment, ensuite c'est une prise en main qui est assez simple, pas besoin de consultants soir et matin. Parfois c'est nécessaire, mais souvent c'est mieux sans. Et donc pour essayer de faire avancer tout simplement la connaissance et puis tout simplement améliorer, optimiser l'impact en 4 dimensions du secteur. En tout cas, c'est un formidable et colossal travail que vous avez réalisé avec EY et la Fondation Palladio sur cette étude. Pour terminer, alors on a fait un petit peu plus long aujourd'hui, mais c'est normal, c'est le premier podcast de la saison, et puis c'est passionnant de vous écouter. Un mot sur vos objectifs, puisqu'on est en période de rentrée à la fois pour la Fondation Palladio et pour vous chez EY. Alors, nos objectifs, c'est de nous inscrire à la fois en France, en Europe, dans le monde, 400 000 personnes chez EY et 8 000 en France, avec nous inscrire dans une économie qui est extrêmement bousculée, alors qu'il y a parfois des ressorts de croissance incroyables dans le digital, dans l'intelligence artificielle, dans les zones qu'on appelle émergentes, mais qui sont des zones incroyables où nous exploitons les talents français aussi. En France, un peu moins de croissance, donc c'est à nous aussi de nous jouer notre rôle de pas seulement d'observateurs, d'auditeurs, de conseils. EY, c'est une entreprise, 8000 personnes qui fonctionnent avec des métiers bien cadrés, qui se renouvellent en permanence. C'est ça, c'est être agile dans le changement de notre contexte et puis dire notre opinion, l'opinion de nos clients, nos partenaires, autant que pour faire avancer l'intérêt général. En ce qui concerne la Fondation Palladio, qui a été créée en 2008, donc il y a plus d'une quinzaine d'années, cette fondation continue à grandir avec plus d'une centaine de mécènes, plus de 300 alumni, près d'une centaine de boursiers. Nous allons continuer à travailler avec cette communauté, à approfondir la réflexion, approfondir les réflexions au niveau de l'Institut et travailler notamment à l'Université de la Ville de demain sur tous les sujets d'action collective, de réalité, d'accompagnement des villes moyennes quand les maires veulent qu'on leur donne la possibilité d'avoir accès à une palette transversale d'acteurs pour pouvoir se transformer et de créer cette communauté qui est la communauté la plus riche et la plus passionnante, qui travaille dans la durée. Peut-être que ceux qui sont là ne verront pas le résultat de ce qu'ils auront créé, mais c'est une fierté et cette industrie, comme disait Marc, est une industrie qui est passionnante puisque c'est la seule industrie où, en passant à côté d'un objet, chacun d'entre nous, de l'ouvrier sur le terrain au président de la société, le commercialisateur, le juriste, etc. Chacun peut dire « Ah, c'est moi qui ai construit cet immeuble et pourtant sans le collectif, on n'y arrive pas. » Eh bien, il n'y a que le collectif qui gagne. Voilà une phrase appropriée pour une belle conclusion. Un grand merci à Meka Brunel, présidente de la Fondation Palladio, et à Marc Lermite, associé chez EY, pour leur accueil et leur disponibilité lors de ce podcast. Je vous invite à vous rendre soit sur le site de la Fondation Palladio ou sur celui de EY pour découvrir l'intégralité de cette passionnante étude sur l'impact global de la filière ville, immobilier, construction en France. Merci à vous pour votre fidélité à ce rendez-vous. On se donne rendez-vous justement la semaine prochaine puisque nous voilà repartis pour une nouvelle saison de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.